One Battle After Another est évidemment un film woke, peut-être même l'un des plus woke que j'ai vu ces dernières années, et j'aimerais qu'on en parle. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, ou qui suivent pas forcément l'actualité du cinéma, donc One Battle After Another, c'est le dernier film de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, c'est un des auteurs les plus reconnus d'Hollywood, hein. Clairement, il est de la même catégorie de Scorsese, de Tarantino, de Soderbergh. Ces films, ils sont très attendus à chaque fois parce qu'on sait que c'est l'un des plus grands noms qui existent actuellement dans l'industrie. En plus, au casting, il y a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, on sait que à chaque fois quand il se pointe dans un film, c'est rarement pour faire une daube. On peut aimer ou pas aimer le personnage, il faut quand même reconnaître que le type a une filmo qui prend pas trop de risques, mais une filmo très solide. Force est de constater qu'il est toujours sur les bons projets, à la différence par exemple d'Adam Driver, qui lui, pour le coup, même s'il tourne avec des grands réals, il est jamais vraiment sur les bons projets. Donc là, j'ai envie de dire, DiCaprio, il ajoute Paul Thomas Anderson dans son album Panini, des grands réalisateurs avec lesquels il a tourné. Là, honnêtement, je pense qu'il a un peu fait le tour. Je sais pas avec qui de plus il pourrait tourner, peut-être Sean Baker ou deux trois mecs comme ça, mais franchement là, je crois qu'il les a vraiment tous fait. Le film a été tourné avec un budget très important. On parle de 110 millions de dollars. Il y a des sources qui évoquent 130, voire plus. Alors on va évacuer cette question tout de suite. Pour moi, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule parce que là, honnêtement, je vois vraiment pas où est parti l'argent. Alors peut-être dans le cachet des acteurs. Once Upon a Time in Hollywood, il y avait largement autant d'acteurs connus et pourtant Once Upon a Time in Hollywood, c'est 90 millions de dollars. Donc là, honnêtement, le budget à 3 chiffres, je sais pas où il est passé. Bon, ça dit rien de la qualité de l'œuvre, mais bon, voilà, c'est quand même un effet d'annonce qui est arrivé avec le film, et je trouve que c'était important de le noter. Je pense que là, Paul Thomas Anderson a quand même joué au con, parce que je vois pas bien dans quel sens le film pourrait se rentabiliser. C'est pas grave, ils vont aller chercher les Oscars, peut-être qu'ils en auront, c'est peut-être un budget pour juste le prestige du cinéma. Moi, je pense que c'est quand même largement surévalué. Il n'y avait pas besoin d'une somme pareille pour faire un film comme ça. Alors, le pitch, en gros, c'est l'histoire d'un vieux révolutionnaire de gauche radical qui voit son pire ennemi refaire surface. En gros, une espèce de flic fasciste suprémaciste incarné par Sean Penn. Donc, le vieux révolutionnaire est incarné par DiCaprio. Et le flic fasciste en veut à la fille de DiCaprio. Le père et la fille se retrouvent séparés et il va s'ensuivre une course-poursuite, recherche de la fille par le père. Alors c'est un film très politisé, évidemment, très anti-Trump, pro-immigration, pro-féministe, anti-police. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un film woke, et c'est vraiment un film inscrit dans les thématiques du moment. Alors les thématiques du moment en Amérique, mais on sait bien que les thématiques américaines découlent sur l'entièreté du monde. Et donc, ouais, c'est vraiment un film très politisé. Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est un peu compliqué. Pour moi, le film met beaucoup de temps à se lancer. Tout le début est assez raté. La première demi-heure, les 3 premiers quarts d'heure, vraiment, je trouve que c'est assez raté. La mise en place des enjeux, la caractérisation des personnages, c'est mal fait, c'est poussif. Il y a une espèce de vulgarité un peu provoque. Moi, je trouve que c'est vrai, c'est assez daté. Vraiment, ça choque plus personne aujourd'hui. Donc, et vraiment, on navigue dans ces eaux-là. Moi, je me suis vraiment fait chier sur toutes les scènes d'exposition, qui sont pas bonnes, il faut le dire. Les expositions de personnages, c'est pas bon non plus. Et donc, on aura ça jusqu'au moment où il y a un élément qui déclenche l'histoire à proprement parler. Et là, c'est vrai que le film se lance et ça devient quand même assez virtuose, parce que Paul Thomas Anderson, c'est vraiment quelqu'un qui a un sens du rythme. C'est un très grand technicien du cinéma. Vraiment, il connaît vraiment la mise en scène sur le bout des doigts. Et à partir du moment où l'élément se déclenche, le film passe en coup de vent. On sent pas le temps passer. De ce point de vue-là, c'est quand même vraiment très fort, parce que c'est quasiment 3 heures et mis à part le début, c'est-à-dire les 3 premiers quarts d'heure où là, effectivement, c'est long, c'est lent. C'est pas super bien fait, mais à partir de ce moment-là, le reste, vraiment, ça passe en coup de vent. Alors, j'ai oublié de mentionner que je suis pas forcément un des plus grands fans du cinéma de Paul Thomas Anderson. J'ai vu quasiment tous ses films, sauf le dernier et Punch Drunk Love, je crois. C'est un auteur qui me laisse un peu froid. Je vois que certains de ses films sont des chefs-d'œuvre. Je passe souvent un bon moment de cinéma, enfin souvent un très grand moment de cinéma. Là, c'était le cas, mais ça me laisse un peu une impression de bon, d'accord. Et je reste un peu hermétique. Les films, ils n'arrivent pas à résonner suffisamment en moi. Alors j'ai compris que ça arrive, voilà, avec certains auteurs. Peut-être qu'avec le temps, j'accéderai à son cinéma, on verra. Donc le début est assez stupide. Je pense plus ou moins volontairement. Il y a un vrai manichéisme entre le groupe des révolutionnaires et leur antagoniste, c'est-à-dire les forces de l'ordre, incarnées par Sean Penn. Mais comme Paul Thomas Anderson est quand même un peu plus intelligent que ça, il va nuancer un peu l'intégrité des révolutionnaires, qui trouvent que la révolution c'est vachement sympa, jusqu'au moment où on fait face aux conséquences. Bon, par contre, les méchants, eux, resteront méchants jusqu'au bout, ça changera pas. Ils sont fascistes, racistes, suprémacistes, et ça, jusqu'à la fin, ils le seront, quoi.
Alors un autre point que je trouve pas forcément très réussi, c'est la caractérisation du mouvement révolutionnaire, mais même la caractérisation, je sais pas, de l'état politique du pays dans lequel se déroule le film. On ne sait pas si l'Amérique est entièrement fasciste ou si seulement, et donc Sean Penn serait en fait une sorte de représentante d'un État fasciste, ou si l'Amérique est en voie de fascisation, enfin, ou dans l'état qu'elle est actuellement, et donc Sean Penn, c'est plutôt une sorte d'électron libre au sein de la police. C'est assez difficile à cerner. On ne sait pas non plus exactement le mouvement révolutionnaire dans quelle mouvance il s'inscrit. On voit que ils protestent, mais on ne sait pas vraiment dans quel sens ils protestent. Ok, ils sont pro-migrants, ils sont contre les politiques d'immigration, ils sont pour, à un moment ils posent des bombes parce qu'il y a une loi anti-IVG ou un sénateur qui veut promouvoir une loi anti-IVG. Bon, d'accord, très bien, moi je trouve que c'est assez décorrélé de toute forme de réalité parce qu'en fait, les mouvements révolutionnaires, ils sont sensibles à tout ce à quoi la gauche est censée, mais généralement, si on prend par exemple les mouvements écologistes, ils peuvent être sensibles aux droits des personnes racisées, aux droits des personnes LGBT, mais quand ils font une action, généralement les groupuscules sont focus sur un certain type d'action qui s'attaque à un certain problème. Et donc là, vraiment, c'est une espèce de groupe qui s'attaque à plein de problèmes à la fois, les politiques antiféministes, les politiques anti-immigration, peut-être le capitalisme et tout. Je trouve que c'est assez décorrélé de ce qu'on peut voir dans la réalité. Et en plus, rajouter à ça le fait que c'est un mouvement qui s'inscrit dans une lutte violente avec des armes, avec des braquages, etc., en posant des bombes. Je trouve que là aussi, c'est quand même pas forcément très actuel comme façon de faire. Disons que actuellement, les groupuscules d'extrême gauche, j'ai envie de dire, ils sont plutôt dans des actions entre guillemets pacifiques, l'Ocean Viking, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour ce qui se passe en Europe, je veux dire, ou même les trucs sur la 89, le Larzac et tout, c'est plutôt de l'occupation pacifique et justement la police répond par la violence à un désir de changement plus ou moins pacifique. Mais là, on a un peu l'impression en fait que ça donne du crédit à la police parce que en fait le mouvement révolutionnaire, ok, pose des bombes, s'attaque avec des armes à l'État. On a envie de dire oui, ok, spoiler alert, l'État il répond et il répond avec la police, elle est là pour ça. Donc il y a un moment dans le film, on se dit un peu, tu cherches quoi en fait, tu t'attends à quoi? Parce que l'État, en fait, ce qu'il déteste, c'est qu'on s'en prenne violemment à lui. En fait, ce qu'il aime pas, c'est quand il y a des citoyens qui prennent les armes et qui opposent une vraie force à la force de la police. D'ailleurs, c'est pour ça, entre guillemets, que les auteurs de V ou les P prennent moins cher en prison que les braqueurs de banque. Parce que le braqueur de banque, c'est quelqu'un, ou le braqueur de fourgon blindé, c'est quelqu'un qui s'attaque très concrètement avec des armes à l'institution de la société, et ça, la société, elle tolère beaucoup moins que les auteurs de V qui, finalement, ne sont pas des gens qui portent atteinte à l'intégrité du système en soi. Donc là, au lieu d'avoir une confrontation asymétrique, c'est-à-dire entre un groupe plus ou moins non violent, plus ou moins pacifique, ce qui se passe dans la réalité, et la police qui exerce de la violence, on a au final un rapport de force équilibré, ce qui, entre guillemets, moi je trouve, ne joue pas en faveur du groupe révolutionnaire. On a envie de se dire, quand tu cherches la merde, forcément tu la trouves. L'État, de tout temps, il a répondu à la violence par encore plus de violence, ou alors c'est les révolutionnaires qui posent plus de violence que l'État, et à ce moment-là, ils gagnent. D'ailleurs, le personnage de Benicio del Toro, lui, pour le coup, est beaucoup plus crédible. Alors là, je vais faire un micro-spoiler, ça ne dit rien des enjeux du film, mais bon, s'il y a vraiment des gens qui veulent arriver sans rien savoir du film à la séance du cinéma, vous pouvez sauter jusqu'à ce timecode-là. Lui, en fait, le personnage de Benicio del Toro, il est beaucoup plus crédible, donc c'est l'espèce de chef non officiel de la communauté latino de la ville dans laquelle DiCaprio arrive une fois que les flics ont débarqué chez lui. Et lui, en fait, comme les flics recherchent DiCaprio et recherchent la fille de DiCaprio, il se retrouve à arriver chez Benicio del Toro. Benicio del Toro, lui, héberge des migrants qu'on devinait être sans papier, donc des gens qui n'ont pas le droit là et qui iront en camp de rétention si la police les découvre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand les flics sont en bas et qui défoncent la porte et qui veulent entrer dans l'immeuble, Benicio del Toro, il prend pas une calache, il se met pas à tirer sur les flics, parce qu'en fait, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Donc le mec, il fait lever tout le monde, il essaie d'organiser l'espèce de chaos qui résulte du fait qu'il y a des tas de gens qui étaient en train de dormir, qui se réveillent, il y a un sentiment d'urgence, etc. Et il les fait partir par un tunnel et il parle lui-même et voilà, il n'y a pas de confrontation. Et je trouve que la scène est beaucoup plus forte. Elle raconte beaucoup plus de choses dans le rapport de force, dans la façon d'agir de cette personne que tout le début avec les bombes, les machins, etc. où finalement c'est quelque chose qui est tellement éloigné,
relativement peu crédible qu'on se dit bon bah ok d'accord, on n'est pas immergé en plein dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du réel. Donc moi je trouve que franchement de ce point de vue-là, surtout que voilà encore une fois ce passage avec Benicio del Toro, moi je trouve fonctionne beaucoup mieux que l'entièreté des actes de ce groupe révolutionnaire. Donc une fois qu'on a passé l'introduction, c'est véritablement du très très grand cinéma. La photographie elle est dingue, la mise en scène elle est folle, tout pue la perfection artistique. C'est peut-être ça qui me laisse d'ailleurs un peu froid chez Paul Thomas Anderson, c'est le côté ultra maîtrisé. Ça manque peut-être un peu de chaos, un peu d'amateurisme. On sent que chaque plan, chaque mouvement, chaque façon dont les personnages sont agencés dans le plan, etc., ça a été pensé, réfléchi, repensé pour trouver la façon parfaite de mettre en scène l'histoire. Je trouve que le film peut-être perd un peu en fraîcheur de ce côté-là, dans l'aspect trop parfait, trop réfléchi. Et au-delà des thématiques, dont on reparlera plus tard évidemment, Paul Thomas Anderson, il a une vraie science, donc comme je disais, du rythme, hein, ça m'a rappelé Magnolia dans cette façon, mais même Zero Blood, hein, dans cette façon de garder en haleine, en suivant plein de trames différentes, plein de situations dans les situations, en ajoutant une sorte de millefeuille chaotique de tas de situations et d'actions différentes de tous les personnages. Ça, franchement, c'est très très virtuose. Et ce qui est très réussi au-delà dans le film, c'est vraiment la caractérisation des forces de l'ordre. Et grosso modo de l'appareil coercitif, hein, parce que c'est vraiment plus un appareil de répression et d'oppression dans le film que police qui est juste là pour, entre guillemets, comme on pourrait s'imaginer le rôle de la police, c'est-à-dire pour protéger, organiser l'ordre public et tout. Alors après, il y a un côté anarchiste à représenter la police comme ça, hein, il y a pas de problème. Mais chaque fois que la police débarque quelque part, il y a un sentiment vraiment de toute puissance, de maîtrise, de précision. Il y a vraiment un caractère implacable à cette police qui, on sent que si les personnages ils vont à la confrontation directe, ils vont se faire mais démonter. Il y a même pas de doute quoi là-dessus. Enfin, je veux dire, les types ils sont, la police elle est ultra organisée, elle est ultra forte. En plus les types ils sont pas habillés en mode petite chemisette avec un gun. C'est vraiment la police type SWAT quoi. Ils ont tous des AR. Vraiment, ils hésitent pas à tirer, à défourailler quand il faut défourailler. Vraiment, c'est très 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 bien vu de ce côté-là. J'ai rarement vu, enfin même j'ai quasiment jamais vu au cinéma la police représentée de cette manière-là, quoi. Et une police vraiment aussi flippante. Le film, il rend presque paranoïaque de ce côté-là, parce qu'en plus on sait jamais quand elle va frapper, quand elle va débarquer, elle peut intervenir à tout moment. Les scènes d'intervention d'ailleurs sont assez dingues là-dessus. C'est vraiment incroyable la façon dont il arrive à créer une sorte de caractère inéluctable à la menace. Alors au-delà de la mise en scène que je trouve vraiment absolument remarquable, de la photographie que je trouve là aussi vraiment virtuose, hein, les acteurs j'ai un peu plus de mal. Voilà, bon moi je suis peut-être le seul, mais en tout cas je sais qu'il n'y a pas grand monde comme moi à pas trop aimer le jeu d'acteurs extrêmement théâtral, enfin entre guillemets théâtral, voire cabotin, des mecs à la Sean Penn. Franchement, Sean Penn, pour moi, dans ce film, j'y arrive vraiment pas. De toute façon, Sean Penn, dès qu'il apparaît dans un film, avec les mots qu'il fait avec sa bouche, là, le mec qui grimace, qui essaie de bien d'appuyer le personnage dans tous les sens, moi, franchement, j'y arrive vraiment pas. Par exemple, je préfère beaucoup plus le personnage de Benicio del Toro, parce que, en fait, comme l'acteur a un visage relativement inexpressif, moi, je peux y coller les émotions que je pense que le personnage ressent. Et je trouve ça beaucoup plus fort. Je trouve que Benicio del Toro s'en sort beaucoup mieux dans le film, de mon point de vue, que Sean Penn ou même DiCaprio. Alors DiCaprio, il s'est calmé depuis The Revenant, hein, parce que dans The Revenant, c'était vraiment insupportable. Hein. Le mec qui bave et qui hurle pendant 2 heures et demie, gros, on sait que t'es pas trappeur, tu ressembles pas à un trappeur, arrête d'essayer de faire croire... Enfin, tu sais, pour un Oscar qu'il a fait ça, mais je veux dire, pour moi, vraiment, le film est salopé par DiCaprio. Hein, The Revenant, c'est impossible à revoir, hein, pour moi. Donc là, il s'est calmé, donc ça va, il est relativement correct. Mais en l'occurrence, l'actrice qui joue la fille de DiCaprio, elle, pour le coup, est une très 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 bonne actrice, hein, franchement, elle tire très bien son épingle du jeu, elle est très sobre dans la manière de jouer. Franchement, elle fait un excellent boulot. Donc elle et Benicio del Toro, c'est les deux acteurs vraiment qui m'ont le plus convaincu. Alors, je vais nuancer parce qu'il y a une scène, je vais pas spoiler, mais il y a une scène dans le film où effectivement Sean Penn, pour ceux qui ont vu le film, ils sauront de quelle scène je parle. Sean Penn déborde de satisfaction, grosso modo, il est extrêmement satisfait. Et là, je trouve que, je sais pas pourquoi, mais ça va pas être une scène facile à jouer et Sean Penn est extrêmement juste dans cette scène. Franchement, là, je l'ai trouvé vraiment impressionnant parce que je pense que ça va être assez compliqué d'arriver à faire retranscrire des émotions comme ça du mec qui est ultra content
et sans dire un mot. Et là, je le trouve d'une justesse assez incroyable. Mais c'est peut-être même la meilleure performance d'acteur du film. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il apparaît, dans les autres scènes, moi je trouve qu'il en fait beaucoup trop. Il cherche à avoir son troisième Oscar. Ok, d'accord, fallait pas filer les deux autres à Zelensky, quoi, si tu veux les deux Oscars. Enfin bon, après c'est sa façon de jouer. Moi, je suis pas du tout fan. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. Alors après, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Bah oui, évidemment, je vous conseille d'aller le voir. C'est quand même, je pense, l'un des plus grands films de l'année. Il y a absolument aucun problème. Alors il n'y a pas forcément eu énormément de grands films cette année. Il y a eu des très bons films cette année. Mais lui, clairement, il s'inscrit comme l'un des plus grands, en tout cas par son ampleur. Je pense que c'est un film qui fera date, malgré le message politique. Et d'ailleurs, on va en parler du message politique, parce que je vois que d'ailleurs ça a fait un peu réagir, toujours dans les mêmes franges, hein, c'est bien lesquelles. Et le côté politique du film, bah oui, sans surprise, c'est un film de gros gauchistes, de woke, de tout ce qu'on veut. D'accord, ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est un peu grave depuis quelques années que on considère que les propos politiques d'une œuvre, c'est une raison pour pas la voir. Alors, en fait, dans le film, à un moment, c'est marrant parce que le personnage de DiCaprio, il regarde un film qui s'appelle La Bataille d'Alger, donc qui est un film assez important quand même dans l'histoire du cinéma, qui est quand même considéré comme un chef-d'œuvre, qui est un film de guerre qui raconte la bataille idéologique et la confrontation armée qu'il y a eu entre le FLN et l'armée française dans la Casbah d'Alger. C'est un film évidemment qui était très à gauche, pro-FLN. Alors je sais pas si Paul Thomas Anderson l'a mis dans le film pour ça, moi je pense que c'est plutôt pour faire un lien entre les deux. Alors je pense que quand même La Bataille d'Alger est un plus grand film et il restera beaucoup plus que One Battle After Another, qui a peut-être ce côté un peu trop policé, on va dire, et pas forcément assez engagé, parce que effectivement politiquement il est pas très, il est un peu mou politiquement, c'est-à-dire que il brasse des idées mais qui ne sont pas des idées très radicales. Je veux dire, c'est ok, bon d'accord, c'est des idées pro-IVG, pro-immigration, etc. Mais c'est pas, ça ne va pas, ça reste trop flou pour être dans une radicalité qui pourrait s'inscrire dans le temps. Mais moi je me suis formulé l'hypothèse que si la bataille d'Alger sortait actuellement, il y aurait énormément de gens pour qualifier la bataille d'Alger de film woke. Parce que la bataille d'Alger, de fait, est un film woke. C'est un film anticolonialiste, pro-FLN, anti-français, on pourrait dire, d'une certaine manière, mais anti-raciste, anti-armée, anti-coercition. Oui, on pourrait qualifier la bataille d'Alger de film woke. J'ai entendu des gens dire que One Battle After Another était trop inscrit dans les thématiques de son époque. Bon, j'ai aussi entendu dire que c'était un film de raciste anti-blanc. Bon, ok, d'accord, mais la bataille d'Alger, c'est aussi un film très inscrit dans sa période. C'est possiblement aussi, on pourrait dire, un film anti-blanc. Bon, même si ça veut rien dire, un film raciste anti-blanc. Bon, Paul Thomas Anderson est blanc, donc je vois pas bien en quoi il pourrait être raciste anti-blanc. Bon, bref, c'est possible. Hein, bon, après, mais et alors? Est-ce que la bataille d'Alger ne nous parle pas, même si ça parle des thématiques de l'époque, c'est-à-dire le courant politique dans lequel s'inscrivait le cinéaste, donc Ponte-Corvo, c'était quand même un ultra-communiste, des communistes comme ça on l'a plus actuellement, et c'est pareil, il y a d'autres films dans l'histoire du cinéma qui sont politiquement hyper ancrés dans leur époque. Soikuba par exemple, qui est un film qu'on pourrait difficilement qualifier de film mineur, hein. Je veux dire, Soikuba, ça a été redécouvert, c'est un gros film de communiste, produit par l'Union soviétique. Je veux dire, dans Soikuba, à un moment, il y a un mec qui est en train de couper de la canne à sucre, et t'as un type qui arrive à cheval, donc c'est son patron, et qui vient lui dire, ouais, machin, je vais vendre tes terres, tu vas te retrouver à la rue, et t'auras plus rien à bouffer. Le mec se marre comme pas possible, parce que le mec va se retrouver là. Ça existe pas, ça. Je veux dire, ça c'est de la complète caricature. Et pourtant, le film, il a pas vieilli. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est inscrit dans les thématiques d'une époque, parce qu'il a été produit par des énormes communistes, parce que le film est une charge frontale contre le capitalisme et tout, c'est pas pour ça que Soikuba n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. Parce que Soikuba, sa mise en scène et les qualités artistiques du film font qu'il survit bien au-delà des thématiques qu'il transporte. Alors oui, les thématiques de Soikuba peuvent encore être actuelles, c'est vrai, mais Soikuba n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. Et le Cuirassé Potemkin aussi. Le Cuirassé Potemkin, c'est un film d'énorme communisme. Et pourtant, le Cuirassé Potemkin, je veux dire, ça reste dans l'histoire du cinéma. Et de l'autre côté, je pense pas qu'on soit obligé de posséder un champ de coton avec des noirs qui travaillent dedans pour aimer Autant l'emporte le vent. Le Autant l'emporte le vent, c'est un monument de l'histoire du cinéma, c'est peut-être l'un des films les plus importants de l'histoire, peut-être même le film le plus important de l'histoire, on ne sait pas. Mais je ne sais pas si les thématiques de One Battle After Another vieilliront bien, mais en tout cas celles de Autant l'emporte le vent, elles, pour le coup, elles ont mal vieilli. Enfin, je veux dire, il n'y a plus personne qui défendrait les thématiques d'Autant l'emporte le vent. Et pourtant, Autant l'emporte le vent, tout le monde le regarde encore.
tout le monde considère que c'est un chef-d'œuvre, et même des mecs à la bolchevique qui, je pense, ne considéraient pas que Walk c'est une insulte, il reconnaît que Autant n'emporte le vent, c'est un grand film par rapport à Free State of Jones, qui est un film woke. Free State of Jones, selon la définition des anti-wokistes, je pense que Free State of Jones, c'est un film woke. Bah oui, parce qu'Autant n'emporte le vent, c'est un plus grand film que Free State of Jones. Et les gens qui ont 2 grammes de cervelle sont obligés de le reconnaître, même si les thématiques de Autant n'emporte le vent ne sont plus d'actualité. Tout comme les thématiques de Naissance d'une nation, je veux dire, ou des dieux du stade. Je veux dire, tout ça, c'est des thématiques d'extrême droite. Je veux dire, il y a personne, mais il y a pas besoin d'avoir sa carte au parti N, ou alors d'avoir sa carte aux membres du Ku Klux Klan pour apprécier ces films-là et voir les qualités qu'ils ont. Je pense que tous les anti-woke qui se décrivent comme anti-woke, bah, ils ont payé leur place de cinéma avec plaisir pour aller voir le plus gros film anticolonialiste, vegan-friendly, antiraciste, anti-suprémaciste, de gros bobos déconnectés qui fantasment la nature et qui a jamais vécu qu'en ville, et qui s'appelle Avatar. Parce que Avatar, c'est un film de gros woke. Et si Avatar, c'est un film woke, bah à ce moment-là, Pocahontas, parce que Avatar, c'est Pocahontas dans l'espace, bah Pocahontas, c'est un film de woke. Et en fait, pourquoi personne ne s'est jamais plaint qu'Avatar et Pocahontas soient des films de woke? Parce que c'est des films qui datent de l'ère d'avant le délire, alors je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, peut-être lors du premier mandat de Trump, où les films doivent être politiquement sur la même ligne que celle du spectateur. Et bah moi je suis désolé, mais je trouve ça complètement stupide. Surtout que ça vient tout juste d'arriver, parce que avant, il me semble qu'à droite, ça existait pas. Je veux dire, il y a un type dont j'aime beaucoup les livres, enfin, le livre, il y a des livres qui à côté sont un peu plus problématiques, mais bon. Admettons, c'est Lucien Rebatté. Lucien Rebatté, bon, c'était un antisémite, fasciste, collabo, il écrivait à Je suis partout, c'était vraiment un gros admirateur du moustachu, gros admirateur de Benito. S'il y avait un fasciste award des plus gros fachos de France, moi je pense qu'il serait nominé. C'était un anticommuniste évidemment, antisocialiste. Bah il aimait pas André Malraux. Alors André Malraux c'était un énorme gauchiste, mais ce qu'il reprochait à André Malraux, c'était sa façon d'écrire. Il aimait pas la façon dont Malraux écrivait, il trouvait que c'était nul comme style, etc. Et à aucun moment, dans les reproches qu'il fait à Malraux, il ne lui reproche ses propos politiques. Et c'est comme Céline, qui a tenu des propos sur l'homosexualité de Proust, sur la façon dont il pensait que Proust avait promu l'homosexualité dans la société, etc. Mais par contre, il était capable de reconnaître que Proust était un immense écrivain et que À la recherche du temps perdu était un bouquin extrêmement important de l'histoire de la littérature. Et d'ailleurs, je peux vous dire que Rebatté, il détestait aussi les homosexuels, bien évidemment, comme tous les mecs de droite de cette époque, qui détestaient à peu près tout le monde. Et Rebatté, c'était évidemment un immense fan de Proust, parce que en fait, les mecs de droite avant, c'était des putains de fachos, parce que eux, je peux vous dire, niveau fascisme, eux, ils détestaient les communistes beaucoup plus que vous détestez les anti-woke. Je veux dire, à côté les propos de Zemmour sur les musulmans, Zemmour c'est l'abbé Pierre. Bon exemple pour le coup. Sans parler du fait que les deux, Céline ou Rebatté, c'était les mecs qui, pour antisémites qu'ils étaient, arrivaient tout à fait à se taper des éclates devant, notamment Rebatté, des musiciens juifs, parce que lui c'était un gros mélomane. Et j'ai envie de dire, pourquoi ces mecs-là, eux, arrivaient à distinguer l'idéologie de l'art et arrivaient à apprécier une œuvre d'art ou à ne pas l'apprécier. Mais quand ils appréciaient pas une œuvre d'art, ils savaient que c'était pour le côté artistique. Ils étaient capables de faire la part des choses. Et maintenant, moi, je trouve que la droite, quand même, il y a une sorte de bêtise ambiante qui la pousse à une espèce de fuite en avant, où ils vont se replier vers des films relativement bas du front. Je veux dire, la droite qui regarde Predator, Predator, moi, je peux voir les qualités du film, mais tous les jours, je préfère One Battle After Another. Alors après, est-ce que les mecs de droite aiment Predator parce qu'il y a des mecs musclés en sueur dans la jungle et qu'il y a quasiment pas de meufs, ou il y a même pas de meufs, quasiment dans Predator? Je ne sais pas. Voilà, je pose ça là, posez-vous des questions. Donc voilà, c'était juste mon avis sur cette espèce de délire sur les films woke, parce que j'ai vu passer, alors c'est vrai que le film fait plutôt l'unanimité dans les médias mainstream, One Battle After Another, dans toute la presse, ça a reçu, je sais pas quelle note sur Allociné, je crois que c'est 4.7, 4.8, je pense pas que ça les mérite, mais bon, oui, il y a certainement un engouement politique de toute une espèce de upper class qui est relativement, on va dire, socialiste, gauchiste, un peu à la mode Hollande, donc ça fait jamais de mal d'être pro-immigration et pro-féministe, etc. en parole, évidemment, parce que bon, il faut savoir faire la part des choses. Donc le film a reçu des critiques hyper élogieuses, et c'est vrai qu'il y a une partie, on va dire, des critiques ou des gens qui sont relativement plus à droite de l'échiquier, qui ont tendance un peu à casser les couilles avec l'anti-wokisme, il faut le dire, c'est quand même des mecs qui arrêtent pas de dire ouais c'est woke, c'est woke, c'est woke, mais comme je vous le dis, en fait, le fait que ce soit woke, ça ne dit rien de la qualité d'un film. Je veux dire, Danse avec les loups est un film woke.
Voilà, je suis désolé, c'est un film woke. Alors ça pourrait se rapprocher d'Avatar un petit peu, c'est un peu la même histoire. Mais je veux dire, Danse avec les loups, bon, c'est très hollywoodien, c'est très machin, mais Danse avec les loups, c'est un film woke et pourtant je pense que c'est un très bon film. Et il y a pas beaucoup de mecs anti-woke qui viendraient dire ouais, non, Danse avec les loups, c'est un film de merde. Ben non, je veux dire, Danse avec les loups, c'est un grand film hollywoodien. Je veux dire, qui est extrêmement reconnu, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui détestent Danse avec les loups, quoi, voilà. Je veux dire, ici, les cinéastes de droite, c'est l'espèce de dernière merde que nous a sorti Mel Gibson, ben, excuse-moi, mais je préfère quand même One Battle After Another, hein. Moi, je veux bien, hein, les cinéastes de droite, c'est comme les mecs de droite, hein, faites des bonnes œuvres, parce qu'en fait, quand il y a Céline et Rebatté, c'est un petit peu compliqué de venir leur dire qu'en fait, ils font des œuvres médiocres. Ben non, en fait, Céline, il est aimé par tout le monde, même des énormes gauchistes comme Adèle Haenel sont fans de Céline, il n'y a pas grand monde qui est pas fan de Céline, enfin, en tout cas dans les gens qui connaissent un peu le monde de la littérature. Et je veux dire, Rebatté, c'est quand même un mec dont le livre, donc Les Deux Étendards, hein, qui est vraiment un livre fantastique. Si vous avez le temps, et parce que c'est un peu long, hein, et le courage de lire Les Deux Étendards, lisez Les Deux Étendards, hein, c'est vraiment un livre vraiment fantastique. Grosso modo, c'est une friendzone sur 1500 pages, hein, mais c'est vraiment exceptionnel, hein, vraiment ça parle de musique, de religion, d'amour, c'est un très 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 grand livre de la littérature. Et en fait, le problème, c'est qu'à droite, je pense qu'il manque des gens qui savent faire des œuvres d'art. Voilà, tout simplement. Je veux dire, ok, Mel Gibson, c'est vrai, il y a Mel Gibson aux États-Unis, mais en France, bah, on a personne. Quand on a voulu faire un film de droite, ça a été Vaincre ou périr. Vaincre ou périr, je suis désolé, mais c'est vraiment pas au niveau. Après, historiquement, c'est vrai que l'art, c'est plutôt quelque chose qui est manié par des hommes de gauche. C'est vrai, il y a beaucoup plus de personnes à gauche de l'échiquier dans l'art que de personnes à droite de l'échiquier, mais je dirais, il y a quand même un art de droite, et il y a un art de droite de très très grande qualité, qui est, pour moi, Céline, Rebatté, c'est vraiment à mettre tout en haut dans la littérature, hein. Vraiment, c'est des gens qui sont tout là-haut, hein. Mais même, je veux dire, autant l'emporte le vent, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour dire que c'est pas tout en haut, au sommet du cinéma. Voilà, c'était pour un peu pousser un coup de gueule là-dessus. Alors c'est vrai que One Battle After Another, je pense, fait relativement l'unanimité, mais je voulais en profiter pour parler de cette espèce de délire sur les films woke qui poseraient problème. Si un film vous pose problème par les thématiques qu'il charrie, c'est pas le film qui a un problème, c'est vous qui avez un problème. Voilà, il n'y a pas de problème à avoir avec une œuvre d'art, quelles que soient les thématiques qu'elle charrie. Et on peut ne pas être d'accord avec les thématiques que charrie One Battle After Another. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je les trouve souvent un petit peu mal amenés. C'est peut-être à la limite de la satire, hein, mais bon, moi je trouve que c'est pas forcément hyper... si c'est de la satire, c'est pas assez affirmé. Et si ça essaie d'être réaliste, je trouve pas ça forcément très très convaincant. Mais au-delà de ça, ça m'empêche pas d'apprécier le film pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un très grand film. Même si, comme je dis, Paul Thomas Anderson me laisse un peu froid, ça n'en reste pas moins un très grand film, et évidemment, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film en salle. Voilà, même les gens qui seraient pas d'accord avec le délire woke, ne serait-ce que pour se muscler, en fait, se muscler culturellement. C'est toujours mieux dans sa vie d'avoir vu un film comme ça que de pas l'avoir vu. Arrêtez de remater pour une énième fois, je sais pas quel film de merde qui est comme une sorte de doudou, voilà, des films que vous connaissez, que vous reconnaissez et tout. Donc oui, évidemment, allez au cinéma voir ce film, même pour les gens qui ne partagent pas son idéologie, qui occupent, comme j'ai dit, hein, la première, l'ouverture du film, c'est-à-dire les 40 premières minutes. Après, c'est relativement affaibli. Vraiment, c'est vraiment pas, on n'est pas, oui, voilà, on n'est pas sur du Seuil Kuba, on n'est pas sur la bataille d'Alger, on n'est pas sur des gros films politiques où on va marteler, on va essayer de mettre un message politique. Je veux dire, à partir du moment où le film se lance, c'est plus un road movie slash thriller slash entre guillemets film d'action que un film politique. C'est pas vraiment un film politique. Ouais, il y a un propos politique au début que moi je trouve mal amené, que moi je trouve assez raté. Après, ceci dit, ça reste quand même un très très grand film. Allez voir ce film. Franchement, je pense que c'est toujours mieux dans sa vie d'être allé voir un film comme ça que d'être resté en retrait et d'être allé faire autre chose. Je veux dire, c'est un grand film, il va marquer cette année, peut-être qu'il va marquer le cinéma. Je pense qu'on peut en ressortir que enrichi.